Bienvenue à tous. Nous sommes de retour sur Neutrality Studies et aujourd'hui, je suis à nouveau accompagné de Larry C. Johnson, ancien analyste de la CIA et membre du groupe Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Larry, bienvenue à nouveau. Merci Max. Ravi d'être avec toi, mon ami. J'ai récemment été supprimé de YouTube pendant 16 heures et ce fut une expérience vraiment marquante pour moi, même si je savais que cela pouvait arriver à tout moment. C'est vraiment perturbant quand ça se produit. Puis ma chaîne a été rétablie. Au cours de ce processus, j'ai en fait découvert que j'avais manqué le fait que ta propre chaîne avait été supprimée par YouTube il y a environ 1 an et demi et qu'elle n'avait pas été rétablie. Je veux dire, je m'en excuse. Cela ne m'était tout simplement pas apparu. Aussi parce que tu es encore présent sur YouTube à travers de nombreuses autres chaînes. Mais peux-tu me raconter un peu ce qui t'est arrivé il y a environ 18 mois? Ouais, moi aussi, tu sais. Un jour, comme toi, tu te réveilles, tu veux aller sur ta chaîne et boum, elle a disparu. Puis je remarque qu'ils m'accusent de discours haineux. Je me dis, qu'est-ce que j'ai dit? Quelle était la vidéo incriminée? Ah ça, ils ne te le diront pas. Donc il n'y a absolument aucune procédure équitable. J'ai eu de la chance, cependant, j'ai pu entrer en contact avec Jeffrey Wernick, le propriétaire de BitChute. Et Jeffrey est fermement attaché à la non-censure. Il n'autorise aucune forme de pornographie, ni quoi que ce soit impliquant des enfants sur sa plateforme. Mais politiquement, tu sais, si tu veux soutenir que l'Holocauste n'a pas existé, il le permettra, même s'il est juif. Il tolérera des choses qui le blessent. Mais il a vraiment fait des progrès. Et donc, tu vois, je n'avais aucun recours. J'ai simplement été agréablement surpris d'apprendre que tu avais au moins reçu une réponse de leur part et qu'ils avaient finalement reconsidéré la situation. Mais dans mon cas, non. Ça a été un coup fatal. J'avais des années de vidéos, malheureusement, n'avais pas sauvegardées. Oui, c'est l'autre chose qui est vraiment blessante. Si cette option ou cette possibilité n'était pas envisagée, alors tu sais, beaucoup de gens ont mis des vidéos en ligne et comme c'est toujours là, on croit que ça le sera toujours. Mais c'est pas le cas. Oui. Quand c'est arrivé, as-tu eu la possibilité de cliquer au moins sur le petit bouton d'appel? Oh oui, je l'ai fait, plusieurs fois. Et il revenait en gros pour dire « va te faire voir ». Le problème, c'est qu'ils ont un contrôle absolu, un contrôle total sur la chaîne. Je ne cesse de dire que les chaînes ne sont rien d'autre qu'une case à cocher dans une immense feuille de calcul quelque part au siège de Google. Et ils peuvent retirer cette case quand ils le veulent. Mais ils ont des politiques différentes. Celle dont on m'a accusé d'avoir enfreint était spam et pratiques trompeuses. Celle dont on t'a accusé était discours de haine. Bien sûr, ils n'ont fourni aucun exemple, je suppose ton cas. Aucun du tout. Vous savez, c'est une chose de dire « Hey, cette vidéo en particulier a été jugée haineuse » et ensuite de me donner la possibilité, eh bien, soit je la retire, soit je la réenregistre pour essayer de clarifier. Mais vous savez, la seule haine dans laquelle j'étais engagé, c'était la haine du génocide qui se produisait contre le peuple palestinien. Mais je ne répondais pas à cela en tenant des propos anti-juifs. J'ai toujours tenu à préciser que je m'exprime contre le sionisme, parce que le sionisme n'est pas le judaïsme. Il y a des juifs qui adhèrent au concept de sionisme, tout comme il y a des chrétiens qui y adhèrent. Mais encore une fois, il n'y avait aucun recours, aucun appel, rien. Pensez-vous avoir été victime d'un précédent régime de censure aux États-Unis? Laissez-moi expliquer un peu. Ce n'est que de la spéculation, car nous n'avons vraiment aucune idée de ces processus. Mais ce que nous avons observé sous l'administration Biden,
et ce que nous avons vu sous le régime du Covid qui a émergé, c'est qu'il est désormais prouvé qu'il y a eu une influence directe du gouvernement dans la sphère des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Les Twitter Files ont heureusement révélé cela, et merci à Elon Musk d'avoir effectivement rendu ces informations accessibles. Et merci Matt Taibbi et les autres d'avoir réellement travaillé sur ces documents. Bien. Donc, ils ont créé un système, n'est-ce pas, où la Maison-Blanche envoyait essentiellement des emails et signalait du contenu, puis Twitter agissait de manière sélective, soit en le supprimant, soit en le retirant. Sur YouTube, nous avons vu plusieurs chaînes supprimées pendant l'ère Biden, et la vôtre semble en avoir fait partie. Ce genre de choses a changé, ou du moins, selon ma perception, sous l'administration Trump, cela s'est calmé. Quelle est votre observation à ce sujet, disons, au cours des 5 ou 6 dernières années de ces hauts et bas? Eh bien, la situation s'est apaisée à certains égards et aggravée à d'autres. Aujourd'hui, si vous critiquez Israël, si vous critiquez la conduite de la guerre contre les Palestiniens, cela devient une accusation selon laquelle vous tenez des propos antisémites. Et ce qui est vraiment fou, c'est que des personnes comme Max Blumenthal sont accusées d'antisémitisme, alors qu'il est juif, oui. C'est pareil pour Aaron Maté, qui est juif. Jeffrey Sachs aussi. Et son père, Gabor Maté. En fait, il y a beaucoup de juifs très en vue et antisionistes sur YouTube, tu sais, y compris John Mearsheimer. Oui, donc à cet égard, je pense que c'est toujours aussi grave. Cela peut toujours être utilisé. En fait, nous avons appris hier que Scott Ritter avait été privé de compte bancaire. La Citizens Bank a pris son argent. Le problème, c'est qu'il est censé le récupérer dans 2 semaines. Mais tout à coup, ils peuvent simplement dire « D'accord, nous n'allons plus vous permettre de faire affaire avec nous. » Et encore une fois, il n'y a aucun recours juridique. Ils vous coupent les vivres. Et il s'est avéré que cette coupure venait de l'administration Trump. Vraiment? Ouais. Manaver de SC se soumet, que pouvez-vous partager de nous? Quand il suivait l'affaire, il a en fait appelé l'Office of Foreign Assets Control, l'OFAC, et ils ont dit que la décision avait été prise à un niveau supérieur au sein du gouvernement fédéral. Donc encore une fois, ils le visaient. Et tu sais, ils peuvent me faire la même chose. Ils ont essayé de te le faire. Franchement, t'accuser de spam et de pratiques trompeuses, c'est ridicule. Tu as l'une des émissions les plus anti-spam d'Internet. Je continue de penser, en ce qui me concerne, qu'il s'agissait d'un véritable problème informatique, dans le sens où, au cours des 6 derniers mois, nous avons vu une hausse sans précédent des vidéos générées par l'IA sur Internet. On a eu des IA se faisant passer pour Mearsheimer, pour Jeffrey Sachs, pour Alexander Mercouris. Vous aussi, on vous a imité? Oh oui, il y a au moins 3 chaînes qui prétendent être moi. Il y a donc un vrai problème de spam lié à l'IA. Et YouTube doit absolument faire quelque chose. C'est incroyablement facile de créer une chaîne. Ces bots les génèrent. Ça doit être un jeu du chat et de la souris permanent. Des milliers, voire des dizaines de milliers de chaînes par jour, à vue de nez. Ils doivent agir. Et en fait, j'ai un autre projet en cours, grâce auquel je sais qu'il y a 1 an, il était vraiment facile de créer une chaîne au nom de n'importe qui. Je veux dire, je travaille sur un projet où nous gérons des chaînes pour d'autres, et il n'y avait aucun problème. Mais maintenant, chaque fois que nous essayons de créer une nouvelle chaîne, elle est immédiatement supprimée avec exactement ce message. Donc, je pense que mon cas est probablement dû à un filtre anti-spam de YouTube qui s'emballe en ce moment, ce qui est bien sûr très mauvais pour eux. Le problème, c'est qu'ils ne proposent aucune interaction humaine pour résoudre le problème. Mais dans mon cas, je crois que c'est une erreur honnête,
tandis que dans le tien, et dans ce qui est arrivé à Scott Richter et ainsi de suite, c'est probablement une interférence directe venue d'en haut. Probably outright interference from above. Well, and let's not forget what Eh bien, n'oublions pas ce que Michael Schellenberger et Matt Taibbi ont découvert. Un nombre important d'anciens employés de la CIA occupent des postes de haut niveau chez Google, YouTube et Facebook. Simple coïncidence. Just a coincidence. And one must not underestimate the power Et il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'un simple coup de téléphone. Quelqu'un qui dit « Hey, au fait, appelle juste tes gars ». Et ensuite, les personnes en aval suppriment la case à cocher. Et voilà. Parce qu'à ce moment-là, tu te retrouves du mauvais côté du bâton de la fatalité, sans pouvoir rien y faire. Right. Yeah, if they get to the place Oui, oui. Ouais. Si on en arrive au point où il commence à dire « D'accord, cette personne est bannie », alors quiconque héberge cette personne, eh bien sa chaîne peut être supprimée. Je veux dire, c'est là que je pense que la prochaine étape de la censure se dirige. Tu sais, tu es assez jeune comparé à moi, et je me souviens que lorsque j'ai commencé à faire du commentaire politique en 1994, donc tu vois, il y a 32 ans, à cette époque, les voix alternatives étaient autorisées. Je participais souvent à Crossfire sur CNN, à l'époque où ils avaient réellement des points de vue opposés. J'ai débattu avec Alan Dershowitz à propos de toute l'affaire d'espionnage de Jonathan Pollard. On the whole Jonathan Pollard spy business. I learned how to defeat Alan Dershowitz's laugh at. J'ai appris comment vaincre Alan Dershowitz en riant de lui, parce qu'il est devenu tellement... Il a dit quelque chose comme « Jonathan Pollard n'espionnait pas ». Et j'ai juste commencé à rire. Et il s'est fâché. Il a dit « Arrête de rire de moi ». Eh bien, tu sais, l'adolescent de 14 ans en moi a dit « Ah, tu veux que j'arrête de rire ». Alors j'ai ri encore plus, et ça l'a vraiment agacé. Mais au moins, nous pouvions avoir deux positions différentes. Et cela a continué jusqu'au début de la guerre du Golfe, l'invasion de l'Irak en 2003. À l'époque, PBS, le Public Broadcasting Service ici aux États-Unis, dans le Jim Lehrer News Hour, appelait cela les trois colonels. Ils avaient trois anciens militaires. L'un d'eux était un ami à moi, Pat Lang. Pat avait été le chef de la division Moyen-Orient de la Defense Intelligence Agency. J'ai oublié qui étaient les deux autres types, mais au moins, à ce moment-là, on permettait encore des points de vue différents concernant la guerre. Après cela, il n'était plus vraiment permis de critiquer l'effort des États-Unis. Le vrai tournant pour moi est venu avec l'ascension de Barack Obama. Quand j'ai commencé à le critiquer à l'antenne, ses anciennes relations avec, vous savez, des terroristes connus comme Bill Ayers, qui avaient été inculpés pour des actes terroristes, c'est là que les choses ont changé. Et je n'emploie pas le mot « terroriste » comme une insulte. Il avait littéralement été inculpé pour cela. Puis j'ai été coupé. Je n'étais plus le bienvenu à l'antenne. Et nous avons vu la même chose avec le coup d'État sur la place Maïdan. Et maintenant avec les actions israéliennes contre les Palestiniens après le 7 octobre. Et en ce qui concerne l'Iran, aucune voix alternative n'est autorisée. En fait, je regardais justement quelqu'un parler des milliers d'Américains soi-disant tués par l'Iran. Des milliers. Eh bien, vous savez, allez sur n'importe quel moteur de recherche d'IA et demandez combien de civils américains l'Iran a-t-il tués dans des actes terroristes ou des attaques directes. La réponse que j'ai obtenue allait de 0 à peut-être 50 ou 100. Ils n'étaient pas sûrs. Donc bon, il n'y a pas de bonnes données à ce sujet. Mais s'il s'agissait de milliers, on se dirait qu'il faut en tenir compte. J'ai posé la même question à propos des supplétifs iraniens. On me répond, d'accord, peut-être que l'Iran ne le fait pas directement, mais il a tous ces groupes qui tuent des civils. Et je fais une distinction entre civils et militaires.
Parce que vous savez, si vous êtes assis dans un restaurant en train de manger une pizza, vous ne devriez pas avoir à craindre qu'une personne portant une ceinture explosive entre et se fasse sauter. Vous ne représentez aucune menace. Mais même sur cette statistique, le nombre de personnes tuées par les supplétifs iraniens était de 600 à 1000. C'était très faible. 600 to 1000. It was very low. Similarly, I then asked the question about military deaths. De même, j'ai ensuite posé des questions sur les morts militaires. Le chiffre tournait autour d'1 millier. J'ai parlé à un général à la retraite mardi, et il a insisté sur le fait qu'il y avait eu des milliers de civils tués. Mais quand on revient et qu'on regarde le nombre total d'Américains tués, il s'élevait à environ 4600 sur 12 ans. Ceux réellement attribués aux proxys iraniens étaient environ 600. Maintenant, je ne dis pas que l'Iran n'a pas fait ces choses, mais je dis simplement qu'il n'est pas juste de présenter l'Iran comme un pays meurtrier, en pleine frénésie, tuant des Américains. Parce que l'autre partie de ce que j'ai écrit, un article l'autre jour, soulignait qu'en réalité, si l'on regarde combien d'Iraniens les États-Unis ont tués, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de leurs alliés, c'est bien nous qui avons encouragé Saddam Hussein à envahir l'Iran. Et ensuite, nous avons fourni à Saddam Hussein les produits chimiques précurseurs utilisés dans les attaques au gaz moutarde contre les Iraniens. On peut soutenir que les États-Unis sont responsables d'au moins 500 000 soldats iraniens morts. Et ensuite, il faut aussi considérer les civils. Mais mon propos dans tout cela, c'est que la manière dont l'information est gérée et manipulée vise précisément à tromper le public. Et je veux dire, vous avez formé avec Ray McGovern ce groupe de professionnels du renseignement vétérans. Le Sénat, n'est-ce pas, comme un moyen de partager ces informations cruciales. Ce n'est pas que les autres camps ne fassent pas de mauvaises choses, mais la quantité d'atrocités commises depuis chez nous, qui finissent par tuer, mutiler et détruire des millions de vies à l'étranger, est extraordinaire. Et ce n'est pas une théorie du complot de dire que c'est simplement ce que montrent les données. Et en réalité, c'est aussi ce que disent les politiciens. Je veux dire, on a demandé à Madeleine Albright de revenir sur son mandat et sur ce qu'ils avaient fait avec l'Irak à l'époque. Et elle a répondu, oui, ça en valait la peine, n'est-ce pas? À propos des bébés en Irak, environ 1 million tués, oui, ça en valait la peine. Et cette idée, nous l'avons beaucoup critiquée, cette idéologie néoconservatrice du type « Oh, si quelques dizaines de milliers doivent mourir, eh bien c'est comme ça. » Nous la critiquons. Et si cela devient impossible à faire, alors eh bien, nous en sommes au stade final de l'empire tout-puissant du totalitarisme, en réalité. Eh bien, regardons simplement le bilan des 60 dernières années et comptons combien de personnes d'autres pays la Russie a tué, combien de personnes d'autres pays la Chine a tué, et combien de personnes d'autres pays, nous, les États-Unis, avons tué. Nous sommes le pays le plus meurtrier du monde au cours des 60 dernières années. Nous avons été responsables de la mort de plus de gens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que n'importe quel autre pays, et nous avons été en état de guerre permanent. Nous pouvons faire semblant et dire « Eh bien, nous ne faisons que tuer les méchants ». Vous savez, souvenez-vous de ce film avec Arnold Schwarzenegger où il était un espion infiltré et sa femme, Jamie Lee Curtis, ne le savait pas. J'adore ce film, oui, True Lies. Elle lui demande « Tu tues des gens, seulement les méchants. Ils le méritent, seulement les méchants. » Eh bien, cela a été en quelque sorte notre mantra, mais la réalité est tout autre. Nous avons infligé d'énormes souffrances aux civils partout dans le monde. Je veux dire, ce qu'il y a de malsain dans cette mentalité, c'est bien sûr, et cela ne concerne pas seulement les États-Unis. Cela vaut pour l'Occident en général. Les meurtres font bien sûr partie d'un système international intégré,
incluant la Suisse, avec ses banques, son financement et tout le reste, le capital mondial qui finit par créer les bombes qui tuent tous ces enfants à Gaza et en Cisjordanie aussi d'ailleurs. Cela dure depuis longtemps. Je veux dire, tout le continent nord-américain aurait une autre couleur de peau sans ce genre d'approche et ce que nous voyons aujourd'hui. Et il suffit de regarder n'importe quel vieux film western. Les Indiens étaient les brutes, attaquant les colons innocents qui voulaient simplement vivre leur vie, et on les montrait comme voulant violer, piller et tout le reste. Alors, la cavalerie devait intervenir et vaincre les méchants, n'est-ce pas? C'est toujours la même histoire. Quiconque doit être éliminé et transformé en méchant. C'est relativement simple, non? Well, and that's where propaganda comes in. Eh bien, c'est là que la propagande entre en jeu. Vous savez, nous vivons dans un environnement à double tranchant. D'un côté, voyons le positif. Il y a aujourd'hui beaucoup plus d'informations indépendantes, accessibles facilement qu'auparavant. Je veux dire, en Union soviétique, ils avaient le samizdat. Les gens devaient s'asseoir et recopier à la main des livres, des lettres et des articles qui circulaient ensuite de main en main. Aujourd'hui, nous pouvons le faire électroniquement, instantanément, et à des volumes tout simplement incroyables. On peut littéralement atteindre des millions de personnes d'une manière qui était impossible il y a 30 ou 40 ans. Vous savez, j'ai fait un stage de 8 semaines, appelons-le ainsi, à la direction des opérations, au sein du groupe de travail sur l'Afghanistan, en travaillant sur la propagande, ce qu'ils appelaient l'action clandestine. Et cela consistait à produire des films et des documentaires qui présentaient un point de vue particulier, ainsi qu'à placer des articles dans des magazines d'actualité et des journaux. Et vous savez, le plus drôle pour moi, c'était ce Français nommé Jean-Jacques Servan-Schreiber. Il détestait la CIA. Il était convaincu que la CIA était derrière toutes sortes d'activités néfastes, ce qui était vrai. Mais nous avons placé des articles dans son magazine et il ne le savait pas. Donc vous voyez, j'ai vu cela et je ne peux qu'imaginer ce qui se fait aujourd'hui avec les bots et tous ces comptes sur les réseaux sociaux. Nous venons d'en voir une illustration avec la tentative de fomenter une révolution en Iran en utilisant des milliers de serveurs Starlink, gracieuseté d'Elon Musk. Alors, où penses-tu que Musk n'a pas fait de don? Cela a été acheté. Et je suis sûr que cela a été acheté par la CIA ou par l'un des services de renseignement utilisant une société écran. Mais le point essentiel, c'est que la technologie donne aussi au gouvernement un pouvoir énorme. Il peut couper Internet, il peut l'éteindre, il peut, comme dans ton cas et le mien, simplement t'éliminer. Tu sais, une élimination virtuelle plutôt qu'un assassinat réel. Mais ils peuvent s'assurer que ta présence reste limitée. C'est pourquoi il est important qu'il existe d'autres sites alternatifs comme BitChute, qui offrent désormais, en quelque sorte, un port dans la tempête, un refuge sûr. Il y a deux approches possibles, n'est-ce pas? La première consiste à dire que c'est une cause perdue. Abandonnons-la et allons sur BitChute, sur Rumble, essayons de développer des alternatives, ce qui, à mon avis, est une approche très importante. L'autre approche consiste à dire non, nous allons nous battre, nous allons nous syndiquer, essayer de mener des négociations collectives, entreprendre des actions politiques contre la censure gouvernementale, et ainsi de suite. Je pense que les deux doivent être menés en parallèle. Mais selon vous, quelles sont nos chances de préserver les bons aspects de cette liberté d'expression et, disons, de la démocratie libérale, tout en combattant ce qu'elle engendre de l'autre côté, à savoir la mort, la destruction et le désespoir pour les personnes que le système n'apprécie pas? Eh bien, encore une fois, je pense qu'il y a globalement des risques liés au système, mais que les avantages l'emportent largement sur les risques, à mon avis. Et encore une fois, je l'appelle l'un de ses bienfaits, c'est que tu es de l'autre côté du globe, n'est-ce pas?
Mais nous avons désormais développé une relation. Je peux dresser la liste des personnes avec qui j'ai noué des liens et qui sont devenus de véritables amis. Certains que j'ai eu la chance de rencontrer en personne, comme le professeur Mohamed Marandi. Je l'appelle le Virginien parce qu'il est en fait né en Virginie. Je l'ai interviewé, ainsi que ce gamin, je l'appelle un gamin parce qu'il a l'âge de mon fils, Nima Al-Khourshid. Voilà. Nima Al-Khourshid. Right. And Nima's an engineer, but he has a podcast out of Brazil. Et Nima est ingénieur, mais il a un podcast basé au Brésil. Il est retourné en Iran pour rendre visite à sa famille pour la première fois depuis 12 ans. Donc je les ai tous les deux invités et je disais à Mohamed, « Tu n'es pas un vrai Iranien, tu t'es planté, mec. Tu es né en Amérique. Tu es Bruce Springsteen, né aux États-Unis. Mais en développant des relations comme celle-là avec Pepe Escobar, Alastair Crooke, et ensuite à travers mon propre blog et Substack, j'atteins des gens partout dans le monde, dans tous les pays d'Europe, beaucoup en Afrique, plusieurs en Asie. On finit par apprendre à connaître les gens au fil du temps. C'est l'une des choses extraordinaires à propos d'Internet. On peut vraiment créer une communauté mondiale. C'est vrai. C'est vrai. On peut rassembler beaucoup de personnes qui autrement se sentiraient assez seules. Tu sais, l'une des choses que j'entends souvent dans les retours, c'est « Merci pour ta chaîne, elle me fait me sentir moins seul ». Cela enlève cette impression de devenir fou, parce que, non, il y a d'autres personnes qui partagent aussi notre interprétation de ce qui se passe. C'est vraiment difficile quand on est entouré de gens qui ont cette vision dominante et que c'est tout ce qu'on voit. Alors, on commence à remettre en question sa propre capacité mentale à percevoir la réalité. Oui, il y a eu une comédie musicale qui a été adaptée en film, intitulée 1767, et elle portait sur la rédaction de la Déclaration d'indépendance. Dans une scène, le personnage qui joue John Adams se trouve dans un clocher et chante une chanson où il exprime qu'il se sent isolé et seul face à ce qu'il perçoit, mais qu'il croit que cela vaut la peine de se battre pour cette cause. Et il y a des gens comme ça partout dans le monde. Quand on a l'impression de se battre contre des forces immenses. Mais ensuite, on découvre qu'en réalité, on n'est pas seul. Il y a d'autres personnes qui partagent cette vision, cette conviction. Dans mon cas particulier, ce que j'essaie de faire, c'est d'arrêter les tueries. Nous devons mettre fin aux tueries. L'approche américaine, en particulier, consiste à considérer les autres comme des ennemis, soit un ami, soit un adversaire. Et c'est une mauvaise dichotomie à établir. Reconnaissons que nous avons des voisins. Ce n'est pas parce que je peux m'entendre avec mon voisin que je dois l'inviter à toutes les fêtes de famille. Cela ne veut pas dire que nous sommes forcément les meilleurs amis du monde. Mais je ne le traite pas non plus comme un ennemi, comme si je devais sortir de chez moi, l'arme à la main, prêt à lui tirer dessus. Et c'est, vous savez, en ce moment, les États-Unis sont comme si vous avez déjà été avec un enfant de 3 ou 4 ans à qui vous donnez un marteau en plastique, tout lui semble être un clou à ce moment-là. Il faut frapper sur quelque chose. Tout y passe. C'est malheureusement ce qu'a été la politique étrangère américaine. Au lieu de chercher un terrain d'entente, et on peut en dire autant d'Israël, eh bien, que devait faire Israël après le 7 octobre? Très simple. D'abord, ils bénéficiaient d'une grande sympathie dans le monde. Ils auraient donc pu agir immédiatement pour faire cesser le financement du Hamas. Il y avait tellement de voies diplomatiques ouvertes à eux que, si leur objectif avait vraiment été de vaincre le Hamas, d'obtenir justice et de faire libérer les otages, ils auraient pu les emprunter. Mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ne le voulaient pas. Tout cela vise à créer un prétexte pour déraciner physiquement et expulser les Palestiniens, les priver de leurs terres afin que les sionistes puissent les prendre. Et, vous savez, c'est pour ça que j'y reviens sans cesse.
C'est comme si, jusqu'à présent, nous avions simplement échappé de peu à la tentative de changement de régime en Iran. Les États-Unis allaient frapper militairement la nuit dernière et l'opération a été annulée. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais I don't know why fully, but I hope it's really called off because it would be a J'espère que very c'est vraiment annulé, European parce que ce thing serait très typique de to call Trump off d'annoncer and l'annulation, days puis later 2 jours try plus to tard, do de the frapper avec encore plus de force, du genre « Ah, vous y avez cru, bande d'idiots, maintenant vous êtes tous morts ». Il en rirait. Il a déjà ri de choses comme ça auparavant. Donc j'espère vraiment qu'il s'est passé quelque chose qui... Enfin, oui, les gens peuvent le vérifier par eux-mêmes. yeah, people can monitor it for themselves. Right now, there's a carrier task force group headed for. en ce moment, for the Persian un groupe aéronaval se dirige vers le golfe Persique. Si Trump est vraiment sérieux à propos de ne pas attaquer, il devrait ordonner qu'il fasse demi-tour. Jusqu'à présent, aucun ordre n'a été donné en ce sens. Donc je pense toujours que la politique américaine va encore une fois trouver une autre excuse ou raison pour attaquer l'Iran. La situation la plus récente était en réalité une opération très complexe qui a commencé le 28 décembre. Ce jour-là, la monnaie iranienne s'est effondrée. Et cette dévaluation spectaculaire est ce qui a provoqué les manifestations dans les rues par une grande variété d'Iraniens. Cela a donc été délibérément orchestré. Je ne peux pas le prouver, mais quand je regarde les faits, je sais que c'est exactement ce qui s'est passé. I can't prove this, but I look at it and I know this is exactly what happened. This is not the first time we've ever seen a wealthy Écoutez, individual. ce n'est pas la George première Soros fois did qu'on voit un it. individu fortuné faire ce genre de He could choses. engineer the rapid Bon sang, devaluation of George the Soros l'a fait à currency l'Angleterre. to make some money off of On it. pouvait provoquer la dévaluation This is rapide d'une deliberately monnaie, engineered la vendre à to set découvert like et en tirer the profit. economic, Mais ici, c'était crisis délibérément was like the orchestré. spark on some C'est comme si la Titanic. crise économique And then all était you gotta do is l'étincelle bring sur in un the tas de bois gasoline sec and the et qu'il other suffisait ensuite accelerators d'y verser de to let the l'essence fire et burn. d'autres accélérants And so pour once that attiser started, l'incendie. then Et une fois que ça commençait, les groupes avec lesquels la CIA CIA et le and Mossad Mossad avaient des contacts, contacts, both among the parmi les Kurds, Kurdes, le groupe among appelé the group MEK, called MEK, l'OMP, the group les Moudjahidines PMOI, du peuple d'Iran the et les Pujahideen Moudjahidines et Khalq au of Baloutchistan, Iran, d'autres groupes s'y sont également Mujahideen impliqués. al-Khalq, MEK. Out in Baluchistan, you had other groups, and then you funneled weapons into those people. Et ensuite, And vous then avez acheminé des armes vers ces communications personnes. directed them. Go Les shoot, communications go les kill, go dirigeaient. create violence. Allez tirer, allez tuer, allez provoquer de la violence. Ils essayaient d'attiser un niveau de trouble dans toute la société, afin que lorsque les États-Unis effectueraient la frappe militaire qui devait avoir lieu hier, le gouvernement se soit déjà effondré. Mais ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a pris le dessus. Ils ont pu localiser tous les dispositifs Starlink utilisés pour coordonner cette action clandestine et les neutraliser, et ils l'ont fait avec l'aide des Russes et des Chinois, selon les informations. So, Donc, la guerre sale, cette manière d'agir en coulisses et d'essayer d'infiltrer la société. Tu sais, tout ce dont les États-Unis sont si hypersensibles et qu'ils accusent tout le monde de leur faire, c'est exactement ce que la CIA fait. Bien sûr, c'est leur pain quotidien depuis toujours, même avant que ce soit l'OSS. Le fait est que c'est extrêmement sophistiqué. Et nous savons maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins une partie de ces activités est accessible d'une manière ou d'une autre. Ainsi, un professeur ukrainien au Canada, Ivan Kachanovski, a écrit ce que je considère comme un ouvrage presque définitif sur les tueries du Maïdan. Il montre, à travers des témoignages et d'autres preuves, que les tirs provenaient du côté des manifestants. Il s'agissait d'un acte intentionnel, des meurtres des deux côtés, destinés à créer le chaos social qui a permis le changement de régime tel qu'il s'est produit. Et nous en avons la preuve. Vous savez, nous avons des personnes comme Jeffrey Sachs qui se trouvaient là par coïncidence, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas du tout nouveau. Ce sont des méthodes de changement de régime bien connues et bien documentées, utilisées pour, en fin de compte, contrôler et dominer d'autres pays. yeah, no, absolutely.
And, Oui, it non, is- it is, absolument. I find it Absolument. very funny. Et vous savez, je trouve très amusant que les États-Unis aient eu une telle crise à propos de l'ingérence russe présumée dans l'élection de 2016, alors que nous avons renversé gouvernement après gouvernement depuis 1947, avec la création de la CIA, en changeant des dirigeants politiques de force ou par subversion. Vous savez, c'est notre pain quotidien en ce qui concerne la CIA. Et donc, quand on nous le fait, tout à coup nous disons « mais c'est scandaleux ». Eh bien, peut-être. Vous savez, je ne vois pas la Russie ou la Chine agir autant de cette manière que les États-Unis l'ont fait. Who are out working as much as the United States has, not even close, on changing regimes. Pas du tout, quand il s'agit de changement de régime et de destituer des dirigeants par la force. Je veux dire, regardez simplement ce que les États-Unis viennent de faire au Venezuela. Vous savez, bon sang, on irait jusque-là pour enlever quelqu'un. J'écoutais plus tôt aujourd'hui, le juge Napolitano animait un débat entre l'humoriste Dave Smith, qui est libertarien, et Dinesh D'Souza. Et D'Souza soutenait que le fait que les États-Unis entrent dans un pays souverain comme le Venezuela et enlèvent son président ne constituait pas un acte de guerre. Et tout son raisonnement reposait sur le fait que le Venezuela est petit et ne peut pas riposter. C'est ce qu'on appelle la loi de la jungle. C'est scandaleux. It's outrageous. Je veux dire, s'il affirme que ce n'est pas illégal au regard du droit international, alors il ne sait pas ce que c'est. Ce qui est amusant, et je veux simplement le souligner ici, c'est que certaines personnes disent « Oh, c'est la fin du droit international ». Non, ce n'est pas le cas. Le droit international est façonné, formé et transformé par les actes des États, mais aussi par les réactions des autres États à ces actes. Le meilleur exemple, même si Israël, depuis 60 ans, a pu bafouer chacune des résolutions de l'ONU qui lui ont été adressées, de nouvelles résolutions continuent d'être adoptées et de confirmer cette partie du droit. Et Israël s'en irrite, car il se rend compte qu'il ne peut pas changer l'opinion majoritaire, puisque l'opinion majoritaire dépend de la majorité. Les États-Unis, en ce sens, ne constituent pas la majorité. Ils peuvent enfreindre la loi, ils peuvent agir ainsi, mais ils ne peuvent pas modifier la manière dont ces normes fonctionnent réellement. Qu'elles aient un impact ou non est une autre question, mais elles continueront d'exister au-delà de cela. Donc je veux dire, c'est toujours un acte hautement illégal. It's still a highly illegal act. Oh no, I agree. It is. Look, Oh non, the je suis purpose d'accord. of international law, C'est écouter, le but du droit international, et je suppose que cela remonte au traité de Westphalie, qui a été en quelque sorte le premier grand mouvement en ce sens en Occident, movement est de créer de la prévisibilité. in the West. Parce que vous voulez savoir, comme lorsque vous déposez votre argent à la banque, vous voulez savoir que votre argent sera toujours là demain, que personne ne sera autorisé à venir le prendre ou le voler. Et c'est ainsi que vous savez, les conventions se sont développées au fil du temps. And this is where, the conventions have grown up over time that, and it goes Et back cela to remonte à la Magna Magna Carta Carta, of King avec John, le roi Jean, where, où vous savez, tous les riches se sont réunis et ont dit « Eh, tu ne peux pas continuer à venir nous prendre des choses simplement selon ton humeur du jour. Il doit y avoir des lois, une structure, certaines choses que tu ne peux pas faire ou certaines procédures que tu dois suivre si tu veux agir. » C'est de là, du chaos et, vous savez, de la criminalité, qu'on commence à dire « Eh, il nous faut des lois pour des limites, créer des conventions, afin que nous ne finissions pas par nous entretuer. » Et n'oublions pas l'intérêt personnel. Je veux dire, l'intérêt personnel est à mon avis l'une des principales motivations derrière le développement du droit international. Et l'une des façons dont nous abordons souvent cette question, c'est au plus haut niveau. Que font les présidents? Que font les personnes au pouvoir? Mais l'autre question est, que se passe-t-il à un niveau plus bas? Un bon exemple de l'impact du droit international, ce sont les manuels militaires. Les manuels que les États-Unis utilisent pour former leurs propres troupes sur ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas faire.
Et ces manuels ont tendance à refléter le droit international de manière très très fidèle. On peut le considérer comme acquis. Le manuel militaire américain ne dirait jamais qu'un soldat américain peut simplement aller enlever n'importe quel président qu'il veut, parce que les États-Unis ne voudraient pas que les soldats prennent ce genre de décision, n'est-ce pas? Exactement. Il faut que les soldats et le collectif suivent certaines règles, et les dirigeants, bien sûr, s'en exemptent et disposent d'autorisations spéciales. Mais malgré tout, dans l'ensemble, il existe un large consensus autour des règles qui se sont développées au fil du temps, ce qui explique pourquoi nous sommes si choqués lorsqu'elles sont réellement enfreintes. Je dirais encore que ce que nous voyons en ce moment relève davantage de notre consternation face à la violation de ces règles que d'une quelconque attitude du type « D'accord, allez-y, tout va bien ». Oui, eh bien, c'est là que je pense que les événements des 2 dernières semaines, donc du 28 décembre jusqu'au, disons, nous sommes le 15 maintenant, donc jusqu'au 12 janvier, ces 15 jours, un peu plus de 2 semaines, ont fondamentalement changé la manière dont la Russie et la Chine perçoivent les États-Unis. Oui, probablement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du fait que les États-Unis agissaient en dehors du droit international dans toute une série de domaines, mais aussi du fait que Trump, non seulement Donald Trump, mais aussi des conseillers clés de Donald Trump, déclaraient ouvertement « Eh bien, le droit international ne signifie rien. C'est le plus fort qui décide. Nous sommes les plus forts. Nous allons faire exactement ce que nous voulons. » Donc, vous savez, quand quelqu'un fait ce genre de déclaration, il faut se dire « D'accord, maintenant, nous savons à quoi nous avons affaire. » Ne commettez pas l'erreur de croire « Oh, il ne le pensait pas vraiment. » Il le pensait absolument. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas leur faire confiance. Même s'ils signent un accord écrit, on ne peut pas avoir confiance qu'ils vont le respecter. Non, je veux dire, ce point est assez clair maintenant, je crois, pour la Russie et la Chine, surtout quand on regarde l'âge des personnes qui dirigent ces institutions. Avec la Russie, il faut souligner qu'ils voulaient vraiment croire aux États-Unis. Dans les années 1990, même au début des années 2000, ils voulaient croire que la parole donnée et les traités pouvaient être dignes de confiance. C'est clair aujourd'hui, car on nous dit même que tout cela était un mensonge, que cela n'a jamais été sincère. Donc, malheureusement, cela change bien sûr ce que l'on peut faire avec les traités. Mais d'un autre côté, cela introduit un peu de réalisme sur la manière dont il faut structurer la relation, n'est-ce pas? D'accord. Eh bien, cela nous ramène aussi au récit que l'on sert au public pour justifier la violation de la loi. La Constitution des États-Unis est très explicite. Le président ne peut pas simplement décider de déclencher une guerre, commencer à tuer, à mener des opérations militaires avec d'autres pays, simplement parce qu'il en a envie. Et c'est en gros la situation depuis que nous avons commencé à envoyer des troupes au Vietnam. Maintenant, ceux qui essaient de dire « Oh, mais le président doit être libre, parce que se passe-t-il si la Chine attaque Taïwan? C'est urgent, il faut que le président puisse réagir. » Je leur répondrai « Minute, arrêtons avec tout ce délire hollywoodien selon lequel il suffirait d'appuyer sur un bouton pour obtenir une réponse militaire immédiate. » Si, je cite, « La Chine envahissait Taïwan », c'est tout à fait vrai. Le genre de question que le Congrès américain devrait trancher est la suivante. Sommes-nous prêts à envoyer nos fils, principalement des fils et quelques filles, mourir dans une guerre contre la Chine pour un morceau de terre en particulier? Et si le peuple disait non, le président ne devrait pas avoir le pouvoir d'entreprendre une quelconque action militaire. Vous savez, j'ai passé 23 ans à concevoir des exercices de contre-terrorisme pour la Delta Force,
le SEAL Team 6 et d'autres unités des forces spéciales. Et vous rarement, très rarement, vous retrouvez dans une situation où il faut agir immédiatement et où les États-Unis doivent répondre en quelques minutes ou secondes. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. No, that's not how it works. It even takes even like when we had Vous savez, cela prend du temps aussi. Comme lorsque nous avons eu les pirates somaliens qui ont capturé le Maersk Alabama et pris le capitaine Phillips en otage. Il a tout de même fallu 2 ou 3 jours pour envoyer les Navy SEALs sur place. Alors, ne me dites pas que vous n'avez pas le temps de prendre une décision. Et c'est là que, après le 11 septembre, ils ont essayé de contourner la question de passer par le Congrès en créant un document appelé l'AUMF, l'autorisation pour l'usage de la force militaire. Ils tentaient de définir les circonstances dans lesquelles le président pouvait agir. Et c'était au moins un pas dans la bonne direction. Mais, à ma connaissance, le Congrès ne l'a jamais approuvé. Mais cela aurait dû être approuvé par le Congrès. Cela dirait, d'accord, si vous êtes confronté à un incident terroriste qui exige une réaction rapide, vous pouvez utiliser ce type de force militaire. Mais ce qui se passe, c'est la manière dont les médias sont utilisés. C'est pour créer, dans l'esprit de l'Américain moyen, l'idée qu'une action immédiate est appropriée. Nous avons déjà vu cela. Je ne sais pas si vous connaissez la série télévisée 24 Tats So For, avec l'acteur Kiefer Sutherland, le fils de Donald Sutherland. Mais inévitablement, dans presque chaque épisode, il y avait la bombe à retardement, et il fallait torturer la personne pour obtenir les informations. La fin justifie les moyens, en quelque sorte. C'est le message qui est diffusé. Et j'ai même entendu le juge Scalia dire « C'était mon Dieu en 2004 ou 2005 ». J'étais ami à l'époque avec un auteur nommé Vince Flynn. Vince avait écrit plusieurs de ses livres et il mettait toujours en scène ce scénario de la bombe à retardement. Et voilà que le juge Scalia justifiait la torture parce que c'était ce dont Vince Flynn parlait dans ses romans et ce qu'il voyait dans Scacre. Et je me disais, vraiment? Vous vous laissez à ce point manipuler par ces récits médiatiques. Donc, vous savez, il y a un grand pouvoir. Vous détenez un grand pouvoir entre vos mains en étant capable de diffuser ce que vous faites. Mais vous n'êtes pas là pour jouer à manipuler l'opinion publique. Vous essayez de la transformer. Et cela nous ramène à notre sujet initial, n'est-ce pas? Les capacités que nous avons aujourd'hui grâce à Internet, et aussi en contournant, en grande partie, pas complètement, mais en grande partie, les intermédiaires, les rédacteurs de journaux, et ainsi de suite, qui auraient supprimé certaines choses. Et en utilisant des plateformes, et peut-être que c'est, vous savez, l'une des plus grandes valeurs de YouTube. Ce n'est même pas la possibilité de mettre en ligne des vidéos, c'est leur volonté de les diffuser, n'est-ce pas? Parce que YouTube compte 2,5 milliards d'utilisateurs. Un tiers de la planète utilise YouTube pour s'informer d'une manière ou d'une autre, et cette diffusion est tout simplement imbattable. Rien d'autre n'égale ce genre de vaste océan ouvert où le message dans une bouteille peut potentiellement atteindre n'importe qui. C'est donc quelque chose qu'il faut protéger. D'un autre côté, c'est aussi quelque chose auquel nous devons, d'une certaine façon, trouver des alternatives, je suppose. Et vous cherchez des alternatives, n'est-ce pas? Vous écrivez sur votre propre site. Quelles sont les façons que vous avez trouvées pour continuer à offrir au public votre analyse? Eh bien, je gère sonar21.com, c'est mon blog principal, mais j'ai aussi créé un Substack et un Patreon. Donc vous savez, on essaie de diversifier pour ne pas être enfermé sur une seule plateforme. J'ai une chaîne où j'apparais une fois par semaine sur YouTube, appelée Countercurrents. Mais je suis aussi, comme je l'ai mentionné, ami avec le propriétaire de BitChute. Et Jeffrey, c'est un grand, je dirais, patriote mondial.
Il défend vraiment le principe de la liberté d'expression dans le monde entier, pas seulement en un seul endroit. Et il est très très sincère à ce sujet. Alors, quand je rencontre des gens comme lui, cela me donne de l'espoir pour l'avenir. Parce que moi, écoute, le genre de travail que je peux faire aujourd'hui sur Internet, non classifié, dépasse tout ce que je pouvais faire quand j'étais à la CIA. Vraiment? Oh oui. Je veux dire, il y a cette impression que la CIA dispose de toutes ces bases de données extraordinaires. En réalité, si tu te souviens, pendant la présidence de George W. Bush, lorsqu'il y a eu la catastrophe à la Nouvelle-Orléans avec l'ouragan, son directeur de la FEMA était un type nommé Brown, je crois. Et ils ont commencé à l'appeler « Beau travail, Brownie ». Donc c'était vers 2010, et j'étais en train d'écrire un de ces exercices de contre-terrorisme. Et nous sommes allés, je me suis connecté à ce qu'ils appellent le CPIRNet. C'est un secret. Ils ont donc différents niveaux. Il y a une connexion Internet secrète, puis un Internet top secrète, et ensuite un Internet pour les informations compartimentées. Selon vos habilitations, vous pouvez accéder à chacun de ces niveaux, mais ils sont essentiellement séparés. Ils ne sont pas combinés. Bref, j'ai dit qu'il nous fallait obtenir le nom actuel du directeur de la FEMA. Nous nous connectons donc à cette base de données secrète et qui est indiqué comme directeur de la FEMA. Excellent travail, Brown. Il était parti depuis 4 ans, mais il figurait toujours là dans la base de données. Alors on se dit vraiment? Vous voyez? Oui, oui, non. Tu as tout à fait raison. Je veux dire, tu sais, c'est un peu différent, mais dans le même esprit, il y a en ce moment quelques services sur Internet qui essayent de vendre des trucs qu'ils appellent genre des masterclass ou je ne sais quoi, où tu peux apprendre auprès d'experts et tout ça. Et puis en fait, tu regardes et tu te rends compte que tu peux avoir tout ça, pas pour $1,200 par an, mais gratuitement sur YouTube, parce que les plus grands experts parlent gratuitement. Il suffit juste de faire ton choix. Donc, tout ce que ces gens font, c'est créer un menu pour vous. En gros, un programme, ce que les universités font depuis toujours. Mais bref, le fait est que l'ouverture des grandes plateformes est immense. Le seul problème, c'est de trouver et de combiner les bons éléments. Pas que l'information n'existe pas. Exactement. En un sens, c'est notre travail, non? Il s'agit de chercher, de combiner, puis de présenter, de dire aux gens, regardez, nous vous recommandons de l'aborder de cette manière et d'utiliser ces sources. C'est fascinant ce qui se passe. Eh bien oui, vous voyez, j'ai une façon de réfléchir aux problèmes qui pour moi semble naturelle. Et je m'attends à ce que tout le monde fasse de même. Mais je découvre parfois que je suis le seul à penser ainsi. Oui. Vous savez l'exemple, c'était ce que j'ai écrit il y a 2 jours à propos des raisons pour lesquelles l'Iran a amplement de quoi détester l'Amérique, mais ne le fait pas. Et en parcourant l'histoire depuis, vous savez, en remontant à 1953, la manière dont les États-Unis présentent la relation, c'est que nous sommes toujours la victime lésée. Nous n'avons jamais rien fait de mal. Nous étions simplement en train de nous occuper de nos affaires. Et ces fichus Iraniens ont pris d'assaut notre ambassade sans raison valable et ont brutalisé nos gens. Oui, comme le 7 octobre, n'est-ce pas? Sorti de nulle part. C'était vivre et laisser vivre, paix et harmonie, et puis le mal pur frappe. C'est comme si, eh bien, nous avions quelques éléments d'information qui pourraient être importants ici. Oui, c'est là que je me dis toujours qu'il faut inverser la perspective et dire « essayons de nous appuyer sur les données ». En fait, au début, alors que le conflit avec le Venezuela prenait de l'ampleur, j'avais dit, à tort, je m'étais trompé. J'avais dit, eh bien, se pourrait-il que l'administration Trump fasse cela
parce qu'elle va attaquer l'Iran et qu'elle veut une source alternative de pétrole. Mais je n'avais pas vraiment examiné combien de pétrole le Venezuela était réellement capable d'extraire et de raffiner, etc. Et quand j'ai commencé à creuser la question, j'ai compris que cela n'avait rien à voir avec le pétrole. Je veux dire, le Venezuela, en termes de production mondiale, représente environ 0,6% du pétrole produit. Et le pétrole qu'il produit, ce n'est pas du jus de pomme, c'est plutôt du beurre de cacahuète. Donc, essayer d'extraire le beurre de cacahuète du sol, puis de le nettoyer pour qu'il puisse être utilisé, est en réalité un processus coûteux. Mais quand j'ai commencé à examiner les chiffres réels concernant le pétrole, on se rend compte que si l'Iran décidait de fermer le détroit d'Ormuz, cela couperait environ 45% de l'approvisionnement mondial en pétrole. C'est une menace sérieuse. Je veux dire, cela devrait faire réfléchir tout le monde sur les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas d'une guerre avec l'Iran. Parce que l'Iran peut très certainement fermer le détroit. Et s'ils le font, une grande partie du monde subira un déclin économique considérable. La Russie, en revanche, s'en sortira bien, car le pétrole sera à 150, voire 200 $ le baril, et elle croulera sous l'argent. Oui, la Chine serait très mécontente. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Iran ne voudrait pas le faire. Je veux dire, l'Iran ne veut vraiment pas le faire. C'est la dernière chose qu'il voudrait faire, parce qu'il sait que cela lui coûterait très cher. Cela coûterait aussi très cher à ses alliés. Il perdrait. Je veux dire, le Japon entretient une relation correcte avec l'Iran. Enfin, non, pas vraiment. Eh bien, c'est ce qu'il faut examiner. Si l'on regarde la production iranienne et la production russe, est-ce que cela représente? En fait, je n'ai pas encore consulté ce chiffre. Donc encore une fois, c'est simplement ma façon de raisonner. Regardons le chiffre. Parce que si, en fin de compte, les exportations de l'Iran et de la Russie représentent environ 80% de ce que la Chine reçoit, alors, eh bien, la Chine ne sera pas tellement affectée ce sem-over si le détroit d'Ormuz est coupé, puisque l'Iran peut acheminer le pétrole non pas au détroit d'Ormuz, mais au sud de celui-ci. Oui, c'est un point très important. Et pour y revenir, je pense que notre rôle est de prendre ce qui existe, ce qui est disponible, et de le proposer sous une nouvelle forme afin d'offrir une perspective à d'autres personnes qui cherchent aussi, qui se grattent la tête et se demandent ce qu'il est possible de faire. C'est pour cela que nous avons besoin d'un Internet ouvert, d'une plateforme ouverte, et qu'il faut se mobiliser pour cela. Et merci Larry, de faire ça depuis tout ce temps. Encore une fois, si les gens veulent te retrouver maintenant, c'est ton blog Sonar 21 sur BitChute. Donc sur BitChute, tu es aussi Sonar 21. Sonar 21 as well. Yeah, Sonar 21. Yeah. Okay. Oui, Sonar 21. D'accord. Oui, Pascal, c'est toujours un plaisir de te parler et j'apprécie ce que tu fais, car tu donnes la parole à de nombreuses voix et points de vue différents. C'est important. Les gens, tu sais, ils obtiennent, je ne dirais pas forcément sans parti pris, car chacun de nous apporte sa propre subjectivité, mais au moins, c'est une conversation où les gens peuvent se faire leur propre opinion sur ce qu'ils ont entendu. Oui, je continue d'utiliser l'image de l'éléphant, n'est-ce pas? Personne ne voit jamais un éléphant dans sa totalité. On en voit soit l'avant, soit l'arrière, les côtés, le dessous ou le dessus. On ne le voit jamais en entier, n'est-ce pas? Et ce que j'aimerais faire, c'est donner autant d'aperçus que possible pour approcher une manière raisonnable de comprendre ce qui se passe. Certainement. C'est une excellente idée. Larry Johnson, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, mon ami. Thank you very much for your time today. Thank you, my friend.